Aujourd'hui, rejoignez-moi sur les traces d'une femme considérée comme l'une des plus énigmatiques de toute l'histoire, la reine de Saba. D'après la Bible, elle serait venue du désert à la tête d'une caravane et se serait rendue à la cour du roi Salomon à Jérusalem. De nombreuses cultures la revendiquent comme faisant partie de leur patrimoine. Mais quelle vérité se cache derrière ces mythes? Pour le découvrir, je vais partir explorer des vestiges de temples en Éthiopie, suivre les antiques itinéraires des caravanes à travers des contrées bibliques, avant de me diriger vers le dangereux no man's land tribal du Yémen moderne. À la recherche de la vérité, je ne reculerai devant rien. Un parfum de romance exotique flotte autour du mythe de la reine de Saba. Les contes de tradition populaire et les textes sacrés la décrivent comme une femme fascinante et d'une grande beauté, puissante, sophistiquée et dotée d'une immense fortune. Je suis Josh Bernstein. Je veux tenter de découvrir si la reine de Saba a réellement existé. Et si tel est le cas, quelle était son origine? Ma première étape me conduit à l'Université catholique d'Amérique située à Washington. La bibliothèque de l'université abrite l'une des plus importantes collections de textes religieux aux États-Unis. Nos connaissances concernant la reine de Saba se limitent seulement à quelques rares passages de la Bible, et j'espère que l'un des spécialistes ici pourra m'aider à étoffer son histoire. D'après le premier livre des rois, la reine se rendit à Jérusalem à la tête d'une longue caravane chargée d'or, de pierres précieuses et d'aromates, qu'elle présenta en offrande au roi Salomon. La Bible omet cependant de préciser où se situait le royaume de Saba. Le docteur Doug Gropp est un spécialiste des textes du Moyen-Orient, et je lui ai demandé de m'aider à déchiffrer d'autres passages qui pourraient nous fournir des indices intéressants. Dans Jérémie, chapitre 6, verset 20, le Seigneur dit « Lamazéli, Louvena, Mishva, Tavo » que m'apporte de l'encens apporté de Saba. Doug me raconte que les aromates apportés par la reine au roi Salomon étaient de l'encens, une résine aromatique considérée comme l'un des biens les plus précieux dans l'Antiquité, bien plus précieux que l'argent ou l'or. Cet indice est d'une importance capitale, car ce type d'encens provient d'une région géographique très limitée. Je devrais pouvoir remonter les routes commerciales jusqu'au pays d'origine de la reine sans trop de difficultés. Du moins, je l'espère. Dans le monde antique, il provenait de la région de l'Arabie du Sud et de la rive opposée de la mer Rouge, dans la Corne de l'Afrique. C'est tout ce qu'on sait? C'est à peu près tout. C'est donc dans cette région qu'on pourrait situer Saba. Quelque part dans cette région. Y a-t-il d'autres passages dans la Bible qui pourraient nous éclairer? Il y a quelques passages qui mentionnent Saba, mais on découvre également un terme proche qu'une majorité de spécialistes apparentent à Saba, mais dont la prononciation diffère légèrement comme Seba. Doug me dit que Saba apparaît parfois sous une orthographe et une prononciation différentes. Il me montre un passage du livre d'Isaïe dans l'Ancien Testament qui fait référence à un pays appelé Séba. Mais plus important encore, il m'indique avec une certaine précision où ce pays aurait pu se situer. Donc Séba se situe soit dans la région du sud du Soudan, soit dans la Corne de l'Afrique, c'est-à-dire dans la zone de l'Éthiopie. Oui, nous avons un autre passage dans le livre d'Isaïe. Il y a un autre passage du livre d'Isaïe qui décrit le peuple au centre de ma quête. Il nous livre également son nom. Et les Sabéens qui sont décrits sous le terme Anshemida, des hommes de stature. Ce sont des hommes de grande taille. Les Éthiopiens sont des gens de grande taille? C'est exact. J'ai ici une gravure qui représente la rencontre entre Salomon et Saba. Doug me révèle que le mythe éthiopien de la reine de Saba est particulièrement élaboré et qu'il tient une place importante dans l'histoire du pays. Il faut donc croire que l'Éthiopie a un lien historique réel avec la reine de Saba. Oui, cela fait partie intégrante de leur conscience nationale. La reine de Saba pouvait donc être originaire soit d'Éthiopie, soit d'Arabie du Sud, mais d'après ce que je viens d'entendre, on dirait que la balance penche en faveur de l'Éthiopie. On dirait que je vais partir en Afrique. Je m'embarque dans un vol transatlantique à destination de la Corne de l'Afrique. Je m'étais déjà rendu en Éthiopie à la recherche de l'Arche de l'Alliance et je suis enchanté d'y retourner.
Je débute ma quête d'indices sur la piste de la reine dans la région montagneuse qui se situe au nord du pays, au cœur d'un village tranquille au surnom local évocateur. Nous sommes dans la ville de Lalibela, également surnommée la Nouvelle Jérusalem. Beaucoup considèrent cette cité comme le lieu le plus saint d'Éthiopie. Mais existe-t-il un lien entre cette Jérusalem-là et la ville dans laquelle s'est rendue la reine de Saba? C'est ce que nous allons découvrir. À première vue, cette ville présente peu de points communs avec la grande cité du roi Salomon. Mais on y découvre tout un complexe d'églises très élaboré qui confère à ce lieu le statut de ville sainte d'où il tire son célèbre surnom. Pour en savoir plus, je rejoins sur place Asnake Oubete de l'université d'Addis Abeba. Allons découvrir cet endroit grandiose. D'accord. Il paraît que ce lieu est surnommé la Nouvelle Jérusalem. Oui, d'après la tradition éthiopienne, ce serait le roi Lalibela qui aurait fait ériger ce lieu, afin d'alléger le long et pénible voyage que devaient effectuer les pèlerins éthiopiens qui se rendaient à Jérusalem. Asnake m'explique que Lalibela est un lieu de pèlerinage qui a été façonné sur le modèle de la ville sainte de Jérusalem, la ville même où le roi Salomon impressionna la reine de Saba par sa grande sagesse. Ce lieu serait-il l'héritage direct de Jérusalem ? Alors que nous découvrons la première église, nous sommes frappés par l'inspiration créative qu'eut jadis le roi Lalibela. Le site est constitué de 11 églises, toutes taillées de façon homogène dans le soubassement de la montagne et agrémentées de portes et de fenêtres. Au fil des siècles, ce lieu a vu défiler des centaines de milliers de pèlerins. Aujourd'hui encore, il demeure un centre religieux prééminent. À chaque pas, nous croisons des moines et des religieuses plongés dans leurs prières et qui ne remarquent même pas notre présence. Alors que nous traversons l'un des innombrables tunnels et passages menant à la plus sacrée des 11 églises, Asnake me livre des détails sur la légende de la reine de Saba selon la version éthiopienne. La croyance des Éthiopiens est que la reine de Saba serait partie du nord de l'Éthiopie pour rendre visite au roi Salomon à Jérusalem. L'histoire que me raconte Asnake converge avec le début du récit biblique que j'ai entendu à Washington. La reine, à la tête d'une caravane chargée de joyaux et d'encens, se serait rendue à Jérusalem pour présenter ses hommages au roi Salomon. Mais une fois arrivée sur place, l'histoire prend une tournure radicalement différente. Le roi Salomon, séduit par la beauté et la renommée de la reine, voulut la conquérir. Mais elle refusa de céder à ses avances. D'après la légende, la reine résista aux tentatives de séduction du roi Salomon. Il promit de ne rien exiger d'elle, à condition qu'elle accepte en contrepartie de ne jamais prendre quelque chose lui appartenant. Puis, il lui tendit un piège. Salomon donna un somptueux banquet durant lequel il servit à la reine des mets particulièrement salés et épicés, mais pas la moindre goutte d'eau. Ayant fait le serment de ne jamais rien demander au roi, elle partit se coucher sans avoir pu étancher sa soif. Le piège allait se refermer sur elle. La reine se réveilla au milieu de la nuit, en proie à une soif insoutenable. Elle se mit en quête d'eau à travers tout le palais, mais le seul pichet qu'elle put trouver avait été placé au chevet du roi. La reine ayant trahi sa promesse, Salomon considéra qu'il était en droit de rompre la sienne. La légende prétend que suite à cette nuit, la reine aurait donné un fils à Salomon. Prénommé Ménélik Ier, il fonda la dynastie salomonienne d'Éthiopie. Une dynastie qui régna pendant 3000 ans et qui ne prit fin qu'à la mort de l'empereur Haïlé Sélassié en 1975. Le fait de pouvoir établir un tel lien joue un rôle prépondérant dans l'histoire et l'identité du pays. Si, de par sa filiation, les origines du peuple éthiopien remontent à Salomon, par conséquent, cela fait des Éthiopiens des enfants d'Israël parmi le peuple élu. L'importance spirituelle de la Nouvelle Jérusalem est d'autant plus flagrante lorsque nous atteignons notre destination, l'église la plus pittoresque de Lalibela. Bâtie en forme de croix, Beth Georgos, ou la maison de Saint-Georges, fut la dernière des églises à être construite. La finesse d'exécution et l'élégance des détails témoignent de l'attention particulière qui a été apportée à la réalisation de l'ouvrage. Alors que nous descendons la tranchée sinueuse qui mène à l'entrée, je suis saisi par la dimension mystique de ce lieu. Ce qui est surprenant, c'est qu'une grande quantité de pierres utilisées pour construire les temples provient de ces étroits passages creusés ici.
Une fois au cœur de l'édifice, il apparaît clairement que nombreux autres visiteurs ont été plus captivés que nous encore par la magie des lieux. Certains moines ont vécu de longues années en ermite, dans des trous creusés à même la paroi, afin d'être le plus proche possible de l'Église et de Dieu. Certains d'entre eux n'ont même jamais quitté l'église. Ils sont restés ici pour prier jusqu'à la fin de leur vie. Ils ont passé leur vie entière à prier ici. Oui. Oui, et certains n'ont jamais quitté ce lieu sacré. Ils étaient prêts à tout pour être en symbiose avec l'endroit. Oui. Et en voici un exemple flagrant. On y trouve des squelettes de pèlerins qui seraient venus de Jérusalem, des pèlerins juifs. Asnaquet me montre des squelettes de pèlerins qui, d'après la tradition populaire, seraient tous venus de Jérusalem pour prier ici, à la Libella. Ça me donne la chair de poule. Oui. Leur ferveur religieuse était telle qu'on les a laissés ici après leur mort. Oui. Ils sont venus ici pour prier. Oui. Et ils y ont passé toute leur vie. Après leur arrivée, ils ont décidé de passer le reste de leur vie ici. Et ils sont morts. Il est évident que Jérusalem et la reine de Saba exercent sur ce lieu une profonde influence religieuse. Mais en quoi cela peut-il m'aider à retrouver les traces de la reine? C'est un endroit magnifique. Asnaquet me précise que la construction de Lalibela s'est achevée il y a seulement 700 ans. Les historiens estiment que la reine de Saba aurait régné au Xe siècle avant Jésus-Christ, il y a près de 3000 ans. Il me faut remonter encore plus loin dans le temps afin de pouvoir trouver un lien avéré avec la reine. Or, Asnaquet m'indique qu'il existe en Éthiopie une civilisation qui serait peut-être aussi ancienne. Il me suffit de voyager vers le nord pour la trouver. Pourrait-il s'agir du royaume sabéen dont Doug m'a parlé lorsque j'étais à Washington? Je me suis rendu dans la corne de l'Afrique à la recherche de la reine de Saba. J'ai découvert que parmi les offrandes qu'elle apporta au roi Salomon, il y avait un encens qu'on ne trouve que dans de rares endroits autour de la mer Rouge. En Éthiopie, j'ai visité un lieu baptisé la Nouvelle Jérusalem. Là-bas, j'ai appris que la reine tenait une place prépondérante dans l'identité culturelle éthiopienne. À présent, je suis lancé sur une piste qui me conduit dans la province du Tigré, au cœur du pays de l'encens. J'ai donné rendez-vous à mon vieil ami Misgana Gananou pour en savoir plus sur cette précieuse matière. L'encens est donc utilisé en Éthiopie depuis des millénaires? Oui, c'est une tradition millénaire. Le pays de l'encens. D'après la Bible, la reine aurait apporté à Salomon une abondance d'encens telle qu'il n'en vit plus jamais de pareil. Me familiariser avec l'histoire de l'encens en Éthiopie m'aidera peut-être à découvrir si c'est bien là qu'a débuté le voyage de la reine. L'encens est utilisé dans toutes sortes de cérémonies religieuses en Éthiopie. Oui, on le retrouve dans toutes les religions. On brûle toujours de l'encens au cours de la messe. S'il n'y a pas d'encens, il n'y a pas de service religieux et pas de vie. On va assister à la fabrication? Il est fabriqué selon la même tradition ancestrale. Mais rien n'a changé. Tout est fabriqué à la main. Nous nous rendons dans la ville de Chiré, où l'encens est fabriqué selon une méthode traditionnelle avant d'être vendu à travers toute l'Afrique et le Moyen-Orient. Voici le site de fabrication. À peine entré à l'intérieur du bâtiment, je me rends compte en effet que les méthodes ont très peu évolué. Voici comment elle le prépare avant qu'il soit vendu sur le marché. Elles travaillent toutes à la fabrication de l'encens. Ici, dans la province du Tigré, l'encens est une source de revenus importante pour l'économie locale, comme c'est le cas depuis des millénaires. Tous les membres de la communauté participent à la production. Les femmes travaillent ici, les hommes sont dehors pour récolter la résine. Ils collectent la résine. Et les enfants ne savent pas où aller, alors ils restent ici pour aider. Ils viennent ici pour aider leur famille. Je vois. Vous pouvez m'expliquer la fabrication? Cette femme coupe l'écorce pour en retirer la meilleure qualité d'encens. L'encens est récolté sous la forme de résine qu'on extrait d'un arbre appelé Boswellia, auquel on pratique des entailles. L'encens se trouve dans l'écorce. La méthode de gémage est la même que celle utilisée dans la production du sirop d'érable. Mais pour l'encens, on laisse la résine durcir sur les arbres. L'écorce incrustée de résine est ensuite taillée avant d'être amenée ici, où les femmes séparent l'encens durci du bois. Ça n'est pas bon, hein? Il faut tailler les bords. Comme ça, je décide de me lancer. Elle est contente que je lui donne un coup de main. Ou au contraire, elle se dit que je suis en train de gâcher son travail. On va vite le savoir. C'est bon ça? Non? D'accord, vous voyez, il y a une petite tache là, il faut l'enlever. Il faut raffiner cette résine afin qu'elle soit la plus pure possible, n'est-ce pas? Oui. De la résine pure. Oui, oui.
Il faut vraiment avoir l'œil pour ça. Et ensuite? Je vais vous montrer. D'accord. D'accord? Merci. C'est la seconde étape? Oui, la seconde étape. Maintenant, elle fait le tri. Oui, elle fait le tri pour retirer les minuscules parcelles d'écorce. Oui. L'encens est raffiné à chaque étape de la production jusqu'à ce qu'il soit prêt à être vendu sur le marché. Les meilleurs encens seront exportés à travers toute l'Afrique, le Moyen-Orient et même au-delà, perpétuant ainsi une tradition commerciale vieille de plusieurs millénaires. C'est le produit de leur dur labeur. Oui. Oui, de première qualité. La reine de Saba aurait donc rendu visite à Salomon en emportant ceci, en guise d'offrande. C'est le plus beau cadeau qui soit. Une offrande digne d'un roi. C'est un cadeau somptueux, plus précieux que l'or. Si l'encens fait partie intégrante de l'économie et de la culture locale depuis aussi longtemps, on peut en conclure que la province du Tigré était peut-être le pays de Saba. Dirigeons-nous maintenant vers le petit village de Yéa, à quelques heures de route, pour visiter un temple. J'apprends que l'existence de ce village remonte au début de la civilisation en Éthiopie. Miss Ghana m'indique que Yéa fut le centre du premier État créé en Éthiopie, il y a 2500 à 3000 ans, ce qui correspond exactement à l'époque du règne de Saba. Pourrait-il exister un rapport entre ce lieu et la mystérieuse civilisation sabéenne? Du temple, il ne reste désormais que ses vestiges, mais avec ses hauts murs qui se dressent vers le ciel, on peut facilement imaginer qu'il fut jadis un édifice grandiose, et sans doute digne d'une reine légendaire. Le complexe a été depuis transformé en église chrétienne, mais en ce haut lieu, les témoignages des rites païens ancestraux sont omniprésents. Certains éléments du temple d'origine, tels que ces têtes d'antilopes sculptées dans les murs du temple, demeurent des objets de vénération. À l'intérieur, les moines me montrent leurs plus précieux trésors, des inscriptions gravées dans la pierre qui ont été retirées du temple. Malheureusement, personne ici ne peut les déchiffrer. En effet, la langue dans laquelle elles ont été écrites n'est pas une langue éthiopienne. En revanche, les moines m'apprennent que la langue en question est le sabéen, une langue sud-arabique. C'est une information très intéressante. Doug Gropp m'avait confié que la reine pouvait être originaire soit de la Corne de l'Afrique, soit du sud de l'Arabie. L'indice que je viens de recueillir ici à Yéa m'indique que le peuple sabéen était peut-être originaire d'Arabie et qu'il aurait émigré vers l'Éthiopie. J'ai suivi la piste de l'encens jusque dans la Corne de l'Afrique, à la recherche de la reine de Saba. J'ai découvert comment était fabriqué l'encens et j'ai exploré les vestiges du premier État d'Éthiopie. Malgré les mises en garde du ministère des Affaires étrangères américain, je me dirige à présent vers une destination située à 160 km à l'est, de l'autre côté de la mer Rouge, au Yémen, dans la région sud de l'Arabie. Ma première étape est Sanaa, la capitale antique du Yémen. Je viens d'Éthiopie où j'ai appris que la culture sabéenne avait ses origines ici, au Yémen. Tout à fait. Le docteur Hussein Al-Amri est professeur à l'université de Sanaa. Le Yémen était à l'époque un important centre d'affaires pour les marchands, et en particulier Sanaa, la capitale, qui est l'un des plus vieux souks arabes. Il s'agit donc d'un des marchés les plus anciens? Absolument. Hussein affirme que la civilisation de la reine trouverait ses origines ici, au Yémen, et qu'elle s'est bâtie grâce au commerce. Il m'explique que le temple de Yéa, que j'ai visité en Éthiopie, était l'œuvre d'une colonie sabéenne qui s'était installée là lorsque les réseaux de commerce furent étendus jusque dans la Corne de l'Afrique. Les peuples se rencontrent ici depuis des millénaires. Oui, ils achètent, ils vendent, Ouais. ils regardent, ils flânent. Cet endroit est magnifique. La civilisation sabéenne était au carrefour des routes de commerce dans l'Antiquité. Elle contrôlait les flux et les échanges de marchandises entre l'Est et l'Ouest. C'est la section des épices. Les épices en provenance d'Inde, l'or et l'ivoire d'Afrique, la soie de Chine et naturellement l'encens transitaient par le royaume de Saba avant d'être expédiés vers le nord en suivant les routes des caravanes qui menaient au marché d'Égypte, de Mésopotamie et du bassin méditerranéen. On vend de tout, on dirait. On vous fait un prix spécial rien que pour vous? Or, Sanaa n'était pas la capitale sabéenne. Si je veux trouver des traces de la reine, je dois me rendre dans une ville appelée Marib, située à seulement 160 km à l'est, de l'autre côté des montagnes.
Malgré la courte distance, il faut s'attendre à plonger dans un tout autre monde, car Marib est une région tribale très conservatrice, réputée pour son hostilité envers les étrangers. On me recommande vivement d'annuler ma visite. Je ne peux envisager d'effectuer le voyage sans escorte officielle. Hussein m'a présenté Abdulwahed al-Boukiti, l'ancien gouverneur de la province de Marib et l'actuel gouverneur de Sanaa. Abdulwahed m'explique que les Bédouins qui vivent à Marib sont très attachés à leurs coutumes et traditions. Avant que nous nous rendions là-bas, il me suggère de faire l'acquisition d'un jambiya. Il s'agit d'un grand poignard que portent pratiquement tous les hommes, tel que j'ai pu le constater à Sanaa. Si prendre part aux traditions locales est le seul moyen de se faire accepter et d'assurer sa sécurité, alors je n'hésite pas une seconde. Je peux le toucher? Allez-y. Qu'est-ce qui est le plus important, la lame ou le manche? Le manche. Le manche. Oui, on peut identifier un individu grâce à son jambiya. On peut déterminer de quelle région il est originaire et à quelle tribu il appartient, grâce au jambiya qu'il porte. Le jambiya est un symbole de statut social très important au Yémen, et ce depuis l'époque sabéenne. Le jambiya en dit long sur son propriétaire, notamment sur son histoire et sa personnalité. Plus le manche est ancien, et plus le jambiya a de valeur. Abdulwahed me raconte que récemment, un cheikh a déboursé $1 million pour un jambiya très rare. Merci. C'est très beau, non? Jamia. En arabe, ça signifie beau. C'est beau. Ça va? Très bien. Comme ça ou... C'est très bien. Bien, bien droit, c'est ça? Oui. Vous êtes un vrai sabéen maintenant. Maintenant que je possède mon propre jambiya, Abdulwahed m'invite à une autre tradition populaire yéménite, le khat. Il faut le mâcher, comme ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est assez curieux. Vous sentez le goût? C'est fort et amer. Oui. C'est très sec. Ce n'est pas doux. C'est très sec. Qu'est-ce qui se passe quand on en mâche beaucoup comme eux? On se sent à l'aise. Serein, c'est ça? Ça permet d'être plus productif au travail. On peut lire plus longtemps. Et ça empêche de dormir. Ça empêche de dormir? Ça vous tient éveillé. Intéressant. Oui. Et c'est une tradition. Le khat est un stimulant naturel qui est consommé chaque après-midi par près de 80% de la population, ce qui équivaut à prendre 6 expressos très serrés. Ça se mange. Sans façon. Il vous demande d'avaler le khat. Goûter ne suffit pas. Je suis aussi contraint d'aller jusqu'au bout de cette expérience d'initiation. Il vous demande de tout avaler. Mon Dieu. En faisant comme ceci. Ah oui? D'accord, je ne voudrais pas l'offenser. C'est sans danger. Tout ira bien. J'aimerais pouvoir vous décrire le goût, mais je n'ai jamais rien goûté de tel. Je comprends. C'est très amer. Ça pourrait ressembler à une botte de pissenlit. Mais c'est très amer. Je vais attendre de ressentir les effets et ensuite je flotterai tranquillement. Maintenant que j'ai formellement été initié aux us et coutumes yéménites, je suis prêt à me rendre dans la zone tribale du désert. J'ignore s'il s'agit de l'excitation ou des effets prolongés du khat, mais le lendemain matin, lorsque retentit l'appel à la prière qui annonce l'aube d'un nouveau jour, je n'ai qu'une hâte, partir à l'aventure. Bonjour, c'est une magnifique journée. J'ai pris mon jambiya et je vais rejoindre Abdulwahed pour aller à Marib. Quittant la région montagneuse de Sanaa, la route de Marib me mène au fil des paysages spectaculaires jusqu'aux bordures de l'immense désert plat et poussiéreux connu sous le nom d'Empty Quarter. Je vais rejoindre Abdulwahed à mi-chemin. Il est parti en éclaireur afin d'assurer ma sécurité dans cette zone livrée au chaos. Au fil des années, cette route a acquis la triste réputation d'être la proie des bandits de grand chemin. Bonjour.
Certaines tribus sont connues pour kidnapper les voyageurs afin d'obtenir une rançon. La présence d'Abdul Wahed dans cette expédition devrait me garantir un voyage sans heurts. Mais même lui s'entoure de certaines précautions. Je dois bien l'avouer, c'est la première fois que je voyage dans une voiture en compagnie de 3 gardes armés de mitraillettes. Et c'est un peu déconcertant. Vous avez toujours des gardes avec vous? Vous voyagez toujours avec des gardes? Des gardes armés? Lorsqu'on se rend à Marib, il faut être accompagné de gardes. La situation s'est améliorée depuis quelques années, mais les 14 postes de contrôle que nous rencontrons sur la route témoignent de l'instabilité du climat. « 160 km plus loin, nous arrivons sans encombre aux abords de la ville. Alors que nous roulons vers la cité antique, je vois s'élever au loin un ensemble de bâtiments. Cependant, au fur et à mesure que nous approchons, je me rends compte qu'il ne s'agit plus que d'un village de ruines. Abdul Wahed m'explique que ces édifices datent d'il y a 300 ans environ, mais que les fondations de la ville remontent à près de 3000 ans. À l'époque de la reine de Saba. Après de longs siècles de civilisation, ce fut finalement une guerre dans les années 60 qui eut raison de la cité de Marib et la transforma en un théâtre de vestiges à l'abandon, habité par quelques rares squatteurs solitaires. Alors que nous approchons, je prie pour que le reste du patrimoine antique de Marib n'ait pas connu le même destin, et pour qu'on puisse encore y trouver une quelconque trace de la reine de Saba. J'ai voyagé de la Corne de l'Afrique au désert de l'Arabie sur les traces de la reine de Saba. Dans la vieille ville de Sanaa, j'ai été accueilli par Abdul Wahed al-Boukiti, le gouverneur de la province, qui m'escorte à travers les contrées tribales et désertiques d'un Yémen aux confins du monde civilisé. Les Bédouins sont réputés pour leur hospitalité, mais elle peut en un instant faire place à l'hostilité, comme nous n'allons pas tarder à le découvrir. Après avoir quitté la cité antique de Marib, des membres de tribus lourdement armés ont pris position autour de notre camp, en plein milieu de la nuit. C'est comme si nous étions assignés à résidence. Dans un pays où les enlèvements d'étrangers sont monnaie courante, les enjeux sont très importants. Heureusement, Abdul Wahed n'a pas ménagé ses efforts pour m'aider à naviguer en ces terres inconnues. En sollicitant ses contacts de l'époque où il était gouverneur de la région, Abdul Wahed a organisé une réunion avec les dignitaires des tribus locales afin que je puisse leur présenter mes hommages et leur témoigner de mes bonnes intentions. Je prends soin de respecter toutes leurs coutumes. Je porte pour la circonstance mon tout nouveau jambia ainsi qu'un pagne traditionnel appelé la fouta. J'accorde une attention toute particulière à chacune des traditions locales. J'ai remarqué que la coutume était de manger uniquement avec la main droite. Oui, c'est vrai. Et on attrape le riz à la main? D'accord. Abdul Wahed explique au cheikh l'objet de ma quête. Et la méfiance fait rapidement place à la légendaire hospitalité bédouine. Du moins pour l'heure. Ce genre de rassemblement n'a pas vraiment évolué au cours des millénaires? Pas tellement. Sauf peut-être pour les bouteilles d'eau en plastique. D'accord. C'est nouveau. Certains aliments aussi, sans doute. Le riz est nouveau. Les téléphones portables? Oui. C'est nouveau? Oui. Ok. Après dîner, nous nous asseyons autour du feu pour partager des histoires sur la reine de Saba, des récits qui se transmettent de génération en génération ici à Marib. Ça, bien? Il a dit très bien. Mon nouveau jambia fait bon effet. En Éthiopie, j'ai entendu des récits très détaillés sur la légende de la reine de Saba, qui joue un rôle important dans la définition de l'identité nationale éthiopienne. Maintenant que je suis ici au Yémen, je suis impatient d'entendre les récits des Yéménites au sujet de la reine et de découvrir quelle place elle occupe dans leur histoire et leur culture. Elle est venue du désert lointain et elle est avec certitude originaire de Marib. Ils sont honorés que la reine de Saba soit originaire de leur pays et de leur ville natale. Il me raconte l'histoire d'une femme d'une grande beauté qui avait pour nom Bilkis
et qui est sorti hors des dunes pour s'arroger le trône du royaume de Saba. Pour les Cheikhs, cela ne fait aucun doute. Le royaume qui se trouve ici à Marib et le pays biblique de Saba ne font qu'un. Dans les livres sacrés, oui. Le Coran retrace également des histoires très colorées au sujet du royaume sur lequel Bilqis aurait régné. Et de plus, il indique où en trouver les vestiges. C'était un paradis. Le Coran indique qu'il y avait 2 paradis. Les Cheikhs m'expliquent que le royaume de Saba est décrit dans le Coran comme le pays aux 2 paradis. Le nom fait référence aux 2 oasis verdoyantes créées par un barrage qui avait été érigé par les Sabéens à Marib. Un barrage dont on peut encore apercevoir les vestiges. Je crois que je devrais aller voir ce barrage et continuer d'explorer Marib. Est-ce que les Cheikhs m'accordent leur permission? Ce jambiya est comme un sauf-conduit. Il vous donne la permission d'aller où vous voulez. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de leur permission. Merci pour tout et votre accueil exceptionnel. Ma soirée passée en compagnie des Cheikhs fut couronnée de succès. Non seulement j'ai obtenu la permission d'explorer leur territoire, mais en plus les histoires qu'ils m'ont racontées au sujet de la reine m'ont inspiré de nouvelles idées. Maintenant, mon objectif est de rechercher des preuves archéologiques afin d'étayer leur thèse. J'ai donc organisé un rendez-vous avec l'archéologue Zaidoun Zaïd au barrage de Marib afin d'en savoir plus. C'est l'un des piliers du barrage de Marib? Oui, il s'agit du pilier nord. Où est l'autre? Le pilier sud est droit devant vous. Là, vous le voyez? Oui. C'est le pilier sud. Les parois du barrage s'étendaient sur plus de 700 mètres depuis le point où nous nous trouvons jusqu'au pilier sud. Il était 2 fois plus large que le barrage de Hoover Dam dans le Nevada. La quantité d'eau qu'il retenait servait à irriguer la vallée qui se trouvait en aval, alimentant ainsi une population estimée entre 35 000 et 50 000 habitants. La végétation devait être luxuriante? Comme vous pouvez le voir, la vallée est toujours verte, mais à cette époque, elle devait l'être encore plus. Oui. L'eau qui provenait du barrage devait en alimenter chaque versant, créant ainsi 2 oasis paradisiaques, l'une à droite et l'autre à gauche. J'en ai entendu parler, le paradis gauche et le paradis droit. Exactement. Le barrage devait collecter les eaux résiduelles de la montagne, puis les diriger vers les valves d'écluses situées de chaque côté des 2 piliers. Les valves, à leur tour, menaient à des canaux qui se ramifiaient à travers la vallée située en aval, créant ainsi les oasis qui donnèrent à Saba son nom de pays aux 2 paradis. Alors que je me dirige vers le pilier sud en compagnie de Zaidoun, je lui demande ce qui a provoqué l'effondrement de cette structure colossale et de la civilisation qu'il a érigée. Il existe 2 théories. L'une selon laquelle le barrage a été détruit par un violent tremblement de terre. Zaidoun m'explique qu'un tremblement de terre a pu ébranler le barrage, mais que des pluies diluviennes exceptionnelles pourraient également l'avoir endommagé. Dans les 2 cas, la marche de l'histoire a également joué un rôle important. Le royaume était déjà durement affecté par la diversion des routes commerciales qui s'éloignaient de plus en plus de son territoire. Aussi, la perte du barrage fut-elle sans doute le coup de grâce. Ce que j'ai vu jusque-là étaye la thèse d'une civilisation prospère. Mais qu'en est-il de sa souveraine? On situe la période de son règne au Xe siècle avant Jésus-Christ. Nous y voilà. Les éléments archéologiques que l'on trouve ici remontent-ils aussi loin? La construction du barrage s'est déroulée en plusieurs étapes. Nous voyons la plus récente d'entre elles. Les inscriptions gravées sur les piliers correspondent à la même écriture sabéenne que celle du temple en Éthiopie. On situe cette étape de construction du barrage au 7e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à une époque postérieure à la reine. Les origines du barrage sont bien plus anciennes, car les Sabéens apportèrent au fil des siècles de constantes améliorations à leur ouvrage hydraulique. On sait que la civilisation sabéenne avait réussi à obstruer ce canyon en 1500 avant Jésus-Christ. À ce moment-là, la construction du barrage était achevée, mais son exploitation et l'utilisation de l'eau remontent à 3200 avant Jésus-Christ. Si tel est le cas, la civilisation de Marib pourrait avoir existé à l'époque où la reine aurait soi-disant effectué son voyage à Jérusalem.
à une période notamment faste et prospère pour ce peuple. Il ne reste plus désormais qu'à trouver la reine, et Zeydoun a également une idée à ce sujet. Il serait logique de trouver dans cette région un palace, ou peut-être même une reine. La reine du temple. C'est vrai? Il existe un tel endroit dans les environs? Oui, tout à fait. Le temple de la reine de Saba. Ici même? Oui. Ma quête pour percer le mystère de la reine de Saba m'a conduit à voyager à travers le monde et les millénaires. Une archive religieuse me relate l'histoire du voyage qu'elle aurait effectué pour rendre visite au roi Salomon à Jérusalem. En Éthiopie, j'apprends que c'est grâce à l'encens qu'elle aurait bâti son immense fortune légendaire. Ici, au Yémen, je découvre que la reine et sa civilisation sont mentionnées dans le Coran et qu'elles sont présentes dans la tradition orale des peuples autochtones. À présent, je me trouve dans un lieu qui pourrait être le siège de sa civilisation, un temple balayé par le sable qui porte son nom, Maram Bilkis, le sanctuaire de la reine de Saba. Afin de découvrir ce qu'il révèle au sujet de la reine, j'ai rendez-vous avec une dame exceptionnelle, Marilyn Phillips Hodgson, de la Fondation américaine pour l'étude de l'homme. Elle réalise des fouilles sur ce site depuis plus d'une décennie. Ravi d'être ici. Avant de partir explorer le temple, Marilyn et moi devons présenter nos hommages au cheikh qui supervise le site. Le cheikh Marzout et ses fils veillent avec ferveur sur le Maram Bilkis, le joyau de leur patrimoine, et par conséquent, ils veulent s'assurer que mes intentions sont honorables. Je suis ravi que le cheikh me fasse un accueil favorable, vu qu'il est armé jusqu'aux dents. Mes explorations à Marib ont attiré l'attention, et bien que les tribus locales m'aient donné leur bénédiction pour rester ici, je dois tout de même agir avec prudence. Après quelques échanges courtois, on nous donne le feu vert pour partir explorer l'enceinte du temple. C'est ce mur qui a été découvert en premier ici? Oui, tout le reste était recouvert de sable. Marilyn m'indique que la surface totale de l'ensemble architectural représente 18 hectares, ce qui en fait de loin le plus grand temple antique de toute la péninsule arabique. Or, seule une infime partie a été dégagée. Travailler ici est une bataille perpétuelle contre les vents et le sable, qui recouvre inlassablement une grande partie du site entre les périodes de fouilles. J'ai demandé à Marilyn comment elle s'est retrouvée dans une contrée aussi hostile. Je suis venue ici pour poursuivre les rêves inachevés de mon frère, et c'est devenu ma passion. C'est Wendell Phillips, le frère de Marilyn, qui a le premier mis à jour le Maram Bilkis au début des années 50. Lorsqu'il débuta les fouilles, le temple était presque entièrement enfoui sous le sable. Et même si ces travaux d'excavation ne durèrent que le temps d'une saison, il exhuma des mines de trésors. Votre frère est venu ici avec son équipe d'archéologues. Que s'est-il passé? Il a découvert de nombreux trésors fabuleux, et le plus grandiose de tous est celui-ci. Je vais vous en montrer une image. Ah ouais? Chaque yéménite la possède, car elle est imprimée sur des billets de 50 riyals. C'est une découverte telle qu'elle figure sur les billets. C'est exact. Un soldat d'1,30 m, l'un des plus grands souverains de cette région. C'est impressionnant. Oui. La statue découverte par Wendell Phillips est considérée comme l'un des plus grands trésors de l'art sabéen. Elle représente un souverain qui avait pour nom le Mahdi Karib. Il porte un jambiya à la ceinture. Cette statue qui date du VIe siècle avant Jésus-Christ permit de donner un visage à la glorieuse civilisation de la reine de Saba. Malheureusement, Wendell n'eut pas la chance d'achever ses travaux. Une guerre tribale l'obligea à quitter Marib 4 mois seulement après son arrivée sur le site. Il ne voulait pas partir, ce fut un déchirement. Il a dû s'en aller en laissant derrière lui tous ses trésors. Après avoir fait ces découvertes monumentales, il a dû fuir pour une question de vie ou de mort. Oui. Et que s'est-il passé après son départ? Le site a été entièrement recouvert de sable, à l'exception du péristyle, derrière moi, ainsi que du grand mur d'enceinte. Et ici, à 6 mètres au-dessus du sol, tout était recouvert? Absolument. Près de 50 ans se sont écoulés avant que Marilyn et son équipe aient la possibilité de retourner à Marib. Depuis la reprise des travaux, la Fondation est parvenue à dégager une plus grande partie du site. C'est comme la bibliothèque du Congrès? Oui. L'assistant du directeur de chantier nous rejoint. Il s'agit d'Abdou Galeb, un archéologue yéménite. Il me montre quelques-unes de leurs récentes découvertes. Tout événement important de la vie quotidienne était gravé dans les pierres? Oui, gravé. Le Maram Bilkis est littéralement recouvert d'inscriptions.
Les lignes élégantes de cette écriture sud-arabique, que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors de mon voyage, ornent la quasi-totalité de la surface du temple. Ces inscriptions nous livrent de précieux enseignements sur la vie économique et sociale des tribus, sur leurs noms, sur leur mode de vie. Abdou m'explique que tous les aspects de la vie quotidienne sont consignés ici, des rites religieux aux récits concernant la vie économique et sociale. Et que l'équipe de la Fondation n'a fait que gratter la surface. En dessous, ce qui se trouve en dessous date du 8e siècle avant Jésus-Christ, mais tout est recouvert de sable. Et donc si on creuse, on peut creuser très profond, jusqu'à 15 mètres. À l'instar du grand barrage de Marib, le Maram Bilkis a connu de nombreuses améliorations et sa surface s'est étendue au fil des générations. À ce jour, personne n'a encore découvert d'inscription faisant référence à la reine de Saba. Mais plus ils creusent et plus les membres de l'équipe remontent dans le temps, se rapprochant ainsi de l'époque du règne de la souveraine. J'ai demandé à Abdou et Marilyn si leur découverte pouvait apporter des éclaircissements quant aux légendes que j'ai entendues tout au long de mon voyage. Voici l'entrée principale du temple. Dans une partie du temple, il me montre un magnifique escalier orné de têtes d'antilope qui vient tout juste d'être découvert. J'ai déjà vu la même chose en Éthiopie. Les deux cultures revendiquent donc la reine de Saba comme une partie intégrante de leur patrimoine national. Oui, car la reine de Saba est la souveraine de Séba. C'est une reine sabéenne et le peuple qui a immigré en Éthiopie et qui y a fondé son royaume était un peuple sabéen. Ceci permet d'expliquer la croyance des Éthiopiens selon laquelle ils seraient les descendants légitimes de la reine de Saba, ou du moins c'est d'elle que serait issue leur civilisation. C'est pour ça qu'on retrouve les mêmes ornements et la même écriture. Je vois. Cet endroit où nous nous trouvons actuellement était le centre de la civilisation sabéenne. Oui. Si la reine de Saba a vécu ici, on peut supposer que son influence se soit étendue au-delà de son territoire, jusqu'en Éthiopie. Tout à fait. Et c'est pour ça que les Éthiopiens la considèrent comme leur reine. Oui, absolument. Marilyn et Abdou ont une toute dernière chose qu'ils tiennent à me montrer. Arrivés en haut de l'escalier, ils me conduisent à un mur recouvert de sable et m'invitent à creuser avec eux. Abdou m'explique qu'à la fin de chaque saison, ils sont contraints d'inhumer à nouveau ce précieux trésor, afin de le protéger des éléments. Un visage. Alors que nous le dégageons du sable, je comprends pourquoi ils prennent autant de précautions. Qui l'a trouvé? Marilyn et moi l'avons exhumé en 2001. Quelle découverte exaltante. Ah oui, totalement. Regardez. Qu'est-ce que vous pensez en la voyant? Qu'elle est de plus en plus belle. C'est vrai? Oui. C'est ma plus belle découverte. Même si elle ne date pas d'une époque aussi ancienne que celle de Saba, je suis sûre que lorsqu'on trouvera une statue de la reine, elle ressemblera à celle-ci. Il faut reconnaître que le Maram Bilkis est un site archéologique exceptionnel. Chaque fouille révèle de nouveaux trésors, témoignage de la prodigieuse civilisation sabéenne. Et au fil des découvertes, Marilyn et Abdou se rapprochent de la reine. Elle nous parle. Et elle dit continuer de creuser. C'est ce qu'on compte faire. Et quand on pense que 10 mètres plus bas se trouve peut-être la plus célèbre reine du monde, oui, on finira par trouver la reine de Saba quelque part. C'est qu'une question de temps. C'est une question de temps et d'effort. On finira par la trouver. Ma quête de vérité pour lever le voile sur la légende de la reine de Saba s'achève sur un succès. À défaut d'avoir trouvé la reine elle-même, je suis parvenu à retrouver les traces de sa civilisation. Et j'ai découvert au fil de mes voyages la place prépondérante qu'elle tient dans les cultures sud-arabiques et éthiopiennes.